C'est un peu comme toutes ces personnes qui sont autour d'un stade de foot, puis parce qu'ils ont été joués deux fois dans la cour de récré quand ils avaient 8 ans, ils pensent pouvoir être l'entraîneur de l'équipe suisse de demain. Et moi, je compare souvent le monde du jeu de société à une sorte de mini Hollywood, parce qu'on a nos auteurs, nos illustrateurs, on a différents corps de métier. Alors, bienvenue dans cette 6e vidéo, je crois. Le concept, il est simple. Je connais pas les questions. Je vais vous parler franchement de comment on a créé tout ça, Enigma, les jeux. Et je crois qu'aujourd'hui, il est question de création culturelle. Donc je me réjouis d'avoir les questions. Et puis en passant, n'oubliez pas de vous abonner et de poser toutes les questions que vous voulez sous les anciennes vidéos ou sous celle-ci, puisque à chaque vidéo, on contrôle s'il y a des questions et on y répondra en live lors du prochain tournage. Voilà. Enigma va de la création de jeux jusqu'à sa mise en vente. Pouvez-vous nous expliquer le processus dans les grandes lignes? Oui, alors on commence par avoir une idée. Cette idée, elle peut venir de nous ou de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on est à la fois éditeur, dans le sens où un auteur, on essaye de sublimer sa création, qu'à être auteur nous-mêmes. C'est le cas par exemple pour New Tech Noir ou pour la plupart des studios Enigma. Le seul studio Enigma où on essaye de sublimer des auteurs, c'est 2 auteurs suédois dans Sexcraft, qui a été énormément développé par rapport à l'idée de base. Puis ensuite, il y a justement cette phase très importante qui est le développement du jeu. C'est toutes les phases qui calculent et qui s'assurent que la mécanique du jeu elle est bonne. Il y a vraiment autour de moi beaucoup de scénaristes et même des scénaristes d'un jour, c'est-à-dire qu'on essaye lorsque le jeu est à peu près terminé au niveau de l'écriture, de le tester, on le teste jusqu'à 7 à 10 fois, on essaye de voir si on peut améliorer les émotions qui sont diffusées par le jeu, si on peut y changer 2-3 trucs, même au niveau de l'ergonomie par exemple. Sur un jeu, il nous manquait, c'était trop long, les personnages étaient trop longs, c'était trop compliqué d'apprendre ça en 1 heure. Donc on est passé par un illustrateur, notre illustratrice au sein de la maison, pour pouvoir transférer ces idées qui étaient sous forme de mots et de phrases en BD. On en a fait une BD de 4 pages à 4, ce qui nous permet d'entrer beaucoup plus facilement dans le personnage. Ça, c'est vraiment tous les tests qui amènent ça. Les tests qui vont pas seulement sur l'ergonomie et la mécanique du jeu, ils vont aussi sur les matériaux utilisés, le matériel utilisé, les costumes, les maquillages, est-ce qu'on en a besoin, est-ce qu'on n'en a pas besoin, est-ce qu'il y a besoin de plus de coups de théâtre, enfin ce genre de choses. Ça, c'est ce qu'on appelle le développement du jeu. Moi, j'ai une règle chez Enigma, c'est qu'on développe jamais un jeu pendant plus de 6 mois. C'est-à-dire que si ça prend plus de 6 mois, alors c'est que j'estime que le jeu il n'est pas faisable. Parce qu'on s'ennuie à tester un jeu. C'est-à-dire que plus vous êtes dans la mécanique de test, plus vous êtes déçu par certains points, plus il est difficile de les corriger. Donc à un moment donné, il faut avoir le courage de se dire que le jeu il n'est pas prêt et puis de passer à autre chose. Donc cette phase de développement, elle est très très importante. Et ensuite, on passe à la production du jeu. Alors la production du jeu, elle est d'abord très très intellectuelle, puisqu'on va passer au style de police, au logo du jeu, au matériel qui va supporter le jeu. C'est-à-dire, est-ce qu'on le met dans une boîte, est-ce qu'on le fait avec des cartes, est-ce qu'on le fait avec du papier épais, pas épais, en noir et blanc, en couleur, enfin tout ce genre de choses. C'est là qu'interviennent beaucoup le médiamaticien, le graphiste, l'illustrateur, les traducteurs, parce que parfois il y a nos jeux qui sont traduits, de telle façon à ce qu'on puisse avoir une ergonomie du jeu qui est quasiment parfaite. Et une fois que cette ergonomie du jeu elle est parfaite, alors on l'envoie dans une production physique, c'est-à-dire qu'on déploie. Alors sur des jeux de société, ça peut aller jusqu'à 5000 exemplaires qui sont produits. Sur des jeux Enigma, c'est plutôt entre 50 et 100, parce que sur les jeux Enigma, on va les faire évoluer avec nous, puisqu'ils sont joués qu'au sein d'Enigma. On se permet d'en faire des petits tirages de telle façon à pouvoir faire des versions améliorées avec le fil du temps. Et puis une fois que la production est terminée, ben, il y a tout ce qui est mise en vente. Trouver des distributeurs pour les boîtes physiques, peut-être améliorer les goodies qui sont avec ce jeu-là pour que les gens puissent poursuivre leur expérience chez eux. Pour les jeux qui sont effectués au sein d'Enigma, il y a tout ce qui est la composition de la musique s'il y en a besoin, ou l'achat de musique, des droits de musique s'il y en a besoin.
il y a le pricing, définir le bon prix, la bonne catégorie, comment le vendre. On entre dans tout le domaine de la communication, qu'elle soit une communication interne pour que nos gens puissent vendre le jeu et l'expliquer, à la communication externe sur les réseaux sociaux, l'affiche, la façon dont on le met en vente. Il y a des jeux par exemple qui sont jouables dès 17h, il y a des jeux on préfère dès 20h, il y a des jeux qui prennent 2 heures, d'autres 6. Enfin, il faut vraiment planifier aussi que les personnes puissent avoir le plus d'informations possible avant de se décider pour ce jeu-là. Parce que nous, on va les accompagner, mais il est très intéressant qu'ils puissent par eux-mêmes avoir déjà une grande idée de ce qui les attend. Et puis, une fois que la mise en vente est faite, il y a tous les processus qui accompagnent un jeu, c'est-à-dire de l'inscription au débriefing du jeu. Ça se termine, ça commence d'habitude avec un mail qui dit bienvenue, vous allez jouer à, et puis ça se termine avec merci d'avoir joué à et quelques photos. Est-ce qu'on met ces photos dans un bouquin? Est-ce qu'on en fait un PDF? Est-ce que simplement on envoie sur un mail? Enfin, toutes ces questions-là, elles doivent être réglées pour que l'expérience du joueur au moment où il l'achète, elle soit terminée. C'est-à-dire que son expérience commence, mais pas ses difficultés. Les difficultés, c'est notre problème, c'est notre mission, c'est notre devoir de faire que vous avez l'impression que c'est tellement facile que tout roule. Voilà, c'est ça de la création du jeu à sa commercialisation. Comment vient l'idée d'un jeu? Souvent par hasard. Alors il faut savoir que dans la société, on est deux extraterrestres de la création de jeux, c'est ma directrice et moi, puisqu'on est tout le temps l'un assis en face de l'autre, qu'on passe plus qu'un peu de temps ensemble, et que très souvent ça part d'une idée un peu stupide, où on se dit tiens, ce serait vraiment cool de faire ça. Ça peut être une image de fin, ça peut être une image de jeu, ça peut être un processus rigolo, ça peut être, par exemple pour la conicine, l'idée de base était, mais si on faisait un GN facile, c'est-à-dire où le temps de parole est limité et il est séquentiel, de telle façon à ce que les gens puissent entrer dans le monde de la Murder Party ou du Grandeur Nature ou du jeu en live sous la forme d'un procès. Le procès, c'était donc la mécanique du procès, elle est hyper simple parce que vous avez vraiment une explication du cadre du jeu et puis ensuite tous les témoins vont passer à la barre pour donner leur avis, leur idée, leurs souvenirs de telle façon à ce que toute l'audience puisse, comme sous forme d'un pulse où les pièces s'ajoutent l'une après l'autre, avoir une image la plus globale et la plus vraie possible à la fin du jeu. Donc là, vraiment sur la conicine, c'est une idée de mécanique qui après a été développée de telle façon à recevoir un scénario le plus fou possible, parce que ce scénario, il est plein d'émotions, il est surtout plein de rebondissements. Donc voilà, sur un autre jeu, par exemple, sur l'Ordre de la Jarretière, qui est un jeu de Charlotte, l'idée, elle est venue avec et si un gars invitait toutes ses ex pour essayer de les convaincre qu'il s'est trompé et trouver celle qu'il devait épouser. On trouvait que l'idée du gars qui se retrouve autour d'une table avec 12 de ses ex, qui réunissent à peu près les 20 dernières années de sa vie, avec des jeunes, des moins jeunes, des belles, des moches, des grosses, des maigres, tout ce que vous voulez, et puis d'essayer de mener un jeu qui se départisse de ça de telle façon à ce que le scénario soit plus fort que le ridicule de la situation, parce que c'est un peu ridicule, un homme qui invite 12 de ses ex pour se marier, vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée de cette situation ridicule, qui devient de plus en plus compliquée et de plus en plus remplie de coups de théâtre, nous a intéressés. Et c'est bien après qu'on s'est mis à écrire le jeu tel qu'il est aujourd'hui. Il y a une idée aussi qui a interféré avec cette idée de 12 ex autour de la table, c'est que ça faisait un jeu réservé seulement aux femmes. Alors c'est pas tout à fait le cas, parce qu'on a des rôles dans lesquels on peut être les deux, mais on avait une demande pour les enterrements de vie de jeunes filles, pour les anniversaires où il y a un seul homme dans le groupe, etc., d'avoir un jeu qui permette de faire ça, et dans nos jeux, on n'avait pas ce genre de soirée entre copines. D'ailleurs, pour vous teaser un peu la suite, c'est qu'il y a en développement le même jeu, la même mécanique, pas vraiment la même histoire, mais sur un club de motards dans lequel il y aurait plutôt des hommes, avec bien sûr 2 ou 3 postes réservés, qui peuvent être joués par des femmes, mais ça nous intéressait de sexuer un jeu, chose qu'on n'avait pas faite jusque-là, ou en tout cas de façon très limitée. Voilà, donc ça part souvent d'une idée un peu spéciale,
et après on enrobe tout ça d'une viande, et c'est pour ça, si je me permets de revenir sur comment on crée un jeu, je vous ai dit il y a des scénaristes d'un jour, parce que tout à coup on organise des journées où on va présenter le jeu alors qu'il est quasiment écrit, et là c'est un petit peu ce qui se fait dans les séries américaines que vous regardez sur Netflix, c'est-à-dire que on se met autour de la table et on dit ok, il y a ça qui se passe, là il nous faudrait vraiment un coup de théâtre. Qui a une idée de coup de théâtre? Et tous ceux qui sont autour de la table disent on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et l'émulation de tous les gens autour de la table crée des choses qui semblent aussi évidentes qu'impressionnantes. C'est-à-dire que pour moi, le secret d'un jeu Enigma, c'est un jeu à beaucoup de mains, y compris des testeurs. De telle façon à ce qu'on arrive à un produit qui plaise au plus grand nombre. Et c'est le seul moyen d'y parvenir. C'est-à-dire que seul, je pense que c'est impossible d'avoir quelque chose qui tient la route comme les jeux Enigma tiennent la route aujourd'hui. Quels sont en résumé les métiers impliqués pour la création d'une aventure ou d'un jeu? Donc, je pense qu'il doit y avoir une vingtaine de métiers qui sont impliqués. Alors il y a déjà les auteurs, il y a le graphiste, l'illustrateur, le médiamaticien, il y a l'informaticien pour la création de la page internet et du site internet. Il y a tout l'aspect artistique qui s'ajoute à l'illustrateur, c'est-à-dire la musique, donc le compositeur, les musiciens. Il y a les traducteurs s'il y a besoin de traduction, il y a les costumiers, il y a les décorateurs, il y a les accessoiristes. Si on entre aussi sur l'aspect administratif, il y a tout l'aspect qu'on oublie souvent qui est l'aspect légal, comment on rémunère qui. Quels sont les contrats qu'on fait, les contrats si on achète l'idée ou si on développe une idée qui est déjà existante, les droits d'auteur, donc tout ça, ça fait partie de l'aspect légal ou juridique du jeu, l'imprimeur, il y a les créateurs, de plus en plus on travaille avec des ingénieurs qui nous fabriquent des accessoires. Ensuite il y a forcément tout ce qui est la mise en place de la salle. Donc on travaille avec des gens qui créent des meubles, des bâches, des décors, de la lumière, de la sono, des haut-parleurs, des micros. Il y a vraiment beaucoup de monde qui travaille sur un jeu Enigma. Et ça va encore plus loin parce que la plupart de nos jeux se déroulent autour d'un repas. C'est pas forcé, des fois c'est un apéritif, des fois c'est juste un amuse-bouche, des fois c'est à la fin, des fois c'est au début. Parfois on invente même le menu qui va bien ou alors la boisson qui va bien. Donc il faut travailler avec des gens qui sont sommeliers ou qui sont restaurateurs de telle façon à trouver la bonne idée qui va bien aller avec ce repas-là. Donc ça peut aller très très loin, un jeu Enigma. Mais autour de la table, pour créer ce qu'on crée, si on avait une sorte de... Vous savez, comme à la fin des films, avec tous ceux qui ont participé sur un jeu, je pense qu'on ne se rend pas compte qu'il y aurait plus de 30 personnes citées, je pense. Avec en plus les remerciements à tous les testeurs, parce que les testeurs, je vais vous en parler après, c'est assez compliqué de tester un jeu Enigma, parce qu'on sait pas ce à quoi on s'attend. Mais je vous en parlerai après. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule un test d'un nouveau jeu chez Enigma? Alors déjà, il y a la sélection des testeurs. Au début, on teste parmi nous, c'est-à-dire que même parfois le premier test, il se fait un peu à... Vous savez, comme ces chanteurs d'opéra qui se mettent autour de la table et puis qui récitent simplement. On appelle ça une milanaise ou une italienne. Donc ça se fait un peu comme ça. On essaye de voir là où on peut déjà faire des améliorations quand on n'est que deux autour de la table. Et puis après, il y a les premiers tests, souvent sans accessoires, avec des pages A4, simplement griffonnées. Ces tests-là sont plutôt réservés à nos employés, dans le sens où, comme ils participent aussi à être scénaristes d'un jour, c'est important, 1, qu'ils puissent le vendre et comprendre, 2, qu'ils puissent le tester avec nous et apporter leurs idées, et puis 3, qu'on puisse le tester dans un environnement sûr. C'est-à-dire qu'on sait qu'avec nos employés et les gens qui nous entourent au sein de la société, on a tous envie de faire le meilleur jeu possible. Donc ça nous amène déjà au 3e test à peu près. Après, on va inviter souvent un employé et ses amis, parce que de nouveau, c'est une manière de promouvoir la société, mais c'est aussi une façon de remercier quelqu'un pour le travail qu'il a fait, ou alors que son travail va être tellement important sur ce jeu-là. Je pense par exemple à l'illustratrice sur les BD. Il me semblait assez normal qu'elle puisse vraiment aller à la profondeur du jeu avec des gens qu'elle sélectionne, elle, pour le test. Et puis après, il y a une dernière vague de tests qui est souvent des amis de la société. C'est souvent des gens qui ont déjà fait des jeux Enigma, qui sont souvent là, et à qui on essaye d'offrir une expérience un peu étonnante du test d'un jeu sous forme de prototype.
Et c'est là que c'est très délicat. On ne peut pas prendre quelqu'un qui ne connaît pas les jeux Enigma, non pas parce que sa plus-value au niveau de son débriefing serait moindre, c'est effectivement le cas, mais aussi parce que quand vous testez un jeu, la probabilité qu'il soit bon, elle est très faible. C'est pour ça qu'on continue à le tester. S'il était parfait, ben il serait en vente. Donc à un moment donné, celui qui vient tester le jeu, on doit le préparer à ce qu'il soit finalement relativement déçu par le jeu. Parce que c'est grâce à ces déceptions, aux erreurs, à là où ça ne va pas fonctionner, qu'on va pouvoir améliorer le jeu. Et très souvent, on a aujourd'hui la capacité d'amener plusieurs questionnements et puis de les tester dans l'inverse de ce qu'on voudrait. C'est-à-dire qu'on regarde, si on n'avait pas fait comme on pense, est-ce que ce serait pas mieux? Et puis souvent, ben non, on avait raison, c'était pire de le faire comme ça. Donc c'est très difficile d'avoir un client qui tout à coup vient à un test et est plutôt déçu du jeu. Si on ajoute à cela qu'un jeu sur deux chez Enigma ne peut pas être refait, ben vous lui coupez l'envie de pouvoir tester le jeu lorsqu'il sera terminé et qu'il sera parfait. Donc c'est vraiment très difficile de choisir les testeurs. Mais une fois ce contrat-là bien établi et que tout le monde sait exactement dans quel cadre il teste un jeu, ça nous permet de le tester à fond. Souvent, on fait des pauses au milieu, on essaye d'expliquer des choses, où on prend quelqu'un et on lui dit « Toi, au lieu de jouer comme ça, tu vas jouer comme ça », pour voir si, par exemple, à la conicine, on a fait un test qui était assez impressionnant, c'est qu'on est parti du principe que les gens étaient tellement intimidés par leur rôle qu'ils n'allaient pas parler. Donc un jeu comme le nôtre où vous ne parlez pas, c'est une catastrophe. Donc on lui disait, à tous les acteurs, on leur disait « Lorsque c'est à vous, au lieu de créer quelque chose, vous allez simplement lire ce qu'il y a sur votre papier. Comme si vous étiez tellement tétanisé que votre seul moyen de communiquer, c'est de lire ce qui est écrit. Et ce test, il était très important parce qu'il nous a permis de voir si tout à coup, dans un groupe, il y a quelqu'un qui ne joue pas son rôle et qui ne dit rien, puis qui lit juste les phrases qu'il y a sur son personnage parce qu'il ne veut surtout pas se mettre en avant ou prendre des initiatives, est-ce que le jeu fonctionne quand même? Ça nous a permis de voir que oui. C'est-à-dire que nos personnages sont suffisamment étoffés rien qu'avec ce qui est marqué dans leur rôle pour ne pas avoir besoin d'en rajouter. Alors bien sûr, le jeu il est fade si vous faites ça, mais c'était très important pour nous que le jeu fonctionne quand même, parce que les gens, quand on commercialise un jeu, il faut bien voir que derrière il y a un client qui paye et qui a envie d'être satisfait de ce qu'il est en train de vivre. Et moi je ne peux pas garantir que les 25 personnes qui viennent jouer à Peter Pan, ils soient tous bienveillant, actif, rempli d'initiatives, imaginatif. Je ne peux pas garantir ça. Donc je dois par contre garantir que l'expérience du jeu, même si un tiers, un demi-groupe n'est pas dans ce trend-là, que le jeu fonctionne quand même et que le plaisir de celui qui a payé soit garanti et satisfait à la fin du jeu. Et donc ces tests, ils nous permettent de garantir ça. C'est ça la grosse différence entre commercialiser et industrialiser une murder party ou la faire pour des amis. Moi, quand j'écris une murder party pour mes amis, j'ai déjà leur rôle en tête. Je sais que lui, il va être parfait dans ce rôle-là, ça va être trop bien. Et puis en plus, s'il y a une petite erreur, je pourrais la corriger parce qu'on s'entend bien, parce que je le connais, parce que je peux lui glisser des choses que personne ne peut lui glisser. C'est facile de coacher un ami. C'est pas facile de coacher un chef d'entreprise qui est là avec son entreprise puis qui ne veut pas perdre la face ou qui ne veut pas se rendre ridicule ou qui a l'impression qu'il va être ridicule alors que ce n'est pas du tout le cas. Là, il y a un coaching qui est très très différent, qui est un coaching vraiment très professionnel où la personne, elle n'a pas payé pour qu'on lui explique comment il devrait être, elle a payé pour être comme il est et à nous de faire le nécessaire pour que, comme il est, ça donne quelque chose de fou. Et donc tous ces tests, c'est pour ça qu'on en fait jusqu'à 10, ça nous permet de nous assurer que ça va fonctionner. Parce qu'il y a, je peux vous dire, quand je maîtrise un jeu comme celui-là, le stress, le trac avant le jeu, mais c'est un truc de fou, vous vous rendez pas compte. Il me faut pratiquement, si je reprends, c'est qui, Jean Cocteau qui disait ça, il me faut pratiquement le petit verre de rouge pour désinhiber suffisamment le maître de jeu pour qu'il soit à l'aise lorsque les gens seront là. Et c'est fascinant de voir que ça marche à chaque fois. Et heureusement que ça marche à chaque fois. Aujourd'hui, on a, je vous ai dit, presque 98% des gens qui veulent revenir, qui ont trouvé ça trop bien. Mais Dieu merci que ce soit comme ça. Parce que si à la fin du jeu, la plupart des gens vous regardent, puis vous disent « Ah, c'était ça », comment on fait pour le remboursement? C'est un mandat, on doit être satisfait ou comment ça se passe? Mais moi j'aurais la honte de ma vie et cette société elle se serait arrêtée le jour où elle a été créée. Donc il y a quand même une valeur
au-delà du commercial, une valeur de plaisir et une valeur de contrat avec ce théâtre interactif qui fait que la pression, elle est très grande. Et si j'ose un comparatif, moi, il m'est arrivé d'aller voir des pièces de théâtre qui ne me plaisaient pas. Dans ces pièces de théâtre, j'ai toujours trouvé quelque chose qui rendait l'expérience suffisante pour que j'y retourne. Peut-être que la pièce était nulle, mais l'acteur était excellent, ou peut-être que tous les acteurs étaient excellents, mais que celui-là, il n'était pas très bon. Et c'est assez fou parce qu'il m'est jamais venu à l'esprit de me dire que j'allais demander un remboursement parce que la pièce était mal écrite. Bien au contraire, en fait, ça fait partie de l'expérience théâtrale, de l'expérience culturelle, d'être non seulement confronté à quelque chose de parfait, mais aussi parfois d'être confronté à des choses qu'on n'aime pas. On pourrait faire le même parallèle avec le cinéma. Par contre, j'ai l'impression que comme les gens s'investissent dans les jeux Enigma, ils ont une attente qui est très très grande sur le plaisir qu'ils vont en retirer. On appelle ça un simulateur émotionnel. Donc les gens qui viennent, ils veulent entrer dans ce simulateur, ils veulent vivre des émotions et ils veulent repartir avec une frustration positive, c'est-à-dire de se dire j'aurais pu faire mieux, mais j'étais quand même très bon. Et ce contrat-là, il est vraiment très compliqué chez Enigma et c'est ce qui fait que la société elle est si particulière. C'est qu'on offre une expérience qui est étonnante dans les attentes qu'on se crée nous-mêmes par rapport à cette expérience. On demande aux gens de s'investir dans leur rôle parce que ce théâtre interactif, il ne peut être théâtre interactif que s'il y a des interactions. C'est définitionnel, mais c'est comme ça. Donc voilà, ces tests, c'est ce qui nous permet, avec autant de travail, d'arriver à un produit qui est d'après moi plus que satisfaisant pour la personne qui paye pour vivre cette expérience-là. Quelles sont les différences entre créer un jeu de plateau, créer une activité de divertissement et une aventure en live ? Alors les trois ont une attitude différente dès le départ. Si je commence par l'activité de divertissement, pour moi le divertissement c'est quelque chose qui utilise un moyen technique, technologique par des actions physiques, de l'adresse, je pense aux montagnes russes, au mini-golf, au bowling, permettent d'avoir une activité qui crée quelque chose. Voilà, il n'y a pas d'immersion dans ces activités-là. On n'a pas l'impression d'être dans une fusée quand on est dans une montagne russe. Par contre, ça nous donne les sensations de si on était dans une fusée. C'est plus un truc de sensation. Dans un jeu de plateau, vous êtes dans un environnement très sain dans lequel il ne peut rien vous arriver. Vous pouvez jouer à faire semblant. Pour moi, le jeu de société, c'est le négatif de la vie. C'est-à-dire que on vous montre quelque chose que vous auriez pu faire, être, vouloir être, avoir la sensation de, mais dans un environnement tellement sain qu'il n'y a aucune conséquence à tous les actes que vous ferez. Donc si on prend un jeu de plateau dans lequel vous serez agent immobilier, vous pouvez faire semblant d'être agent immobilier, vous pouvez acheter des biens, les revendre, essayer de vous en sortir, mais à la fin que vous en sortiez ou que vous en sortiez pas, la seule conséquence c'est que vous gagnez ou que vous perdez le jeu. Il suffit de le reprendre un peu plus tard avec d'autres personnes, ailleurs, un autre jeu ou le même, enfin c'est égal, vous arriverez à vous améliorer, à faire mieux que la dernière fois, en sachant que vous n'allez pas devenir un meilleur agent immobilier. D'ailleurs, de toute façon, vous ne savez pas être agent immobilier. Et dans un jeu Enigma, vous avez toute l'immersion et tout le doute qui intervient. C'est-à-dire que contrairement au jeu de plateau où vous avez un négatif de la vie et un environnement sain, dans un jeu Enigma, vous êtes plutôt dans un positif de la vie. C'est-à-dire qu'on essaye de créer une photo dans laquelle tout ce que vous verrez sera vrai. Alors bien sûr, on est tous intellectuellement suffisamment grands pour comprendre que ce n'est pas tout à fait le cas, mais il y a un vrai doute qui s'installe et c'est le côté immersif qui s'introduit. D'ailleurs, chez Enigma, on ne fait pas de purs produits de divertissement, on a besoin à chaque fois de les amener quelque part où c'est inattendu. Il faut qu'on prenne un concept original, qu'on lui torde le cou, qu'on arrive à y mettre un petit peu d'émotion, un petit peu de doute, un petit peu de culture, de telle façon à ce que vous soyez bousculé dans vos habitudes. Si on prend le mini-golf, qui est pour moi une véritable activité de divertissement, c'est une simulation de golf quelque part, nous on ne pouvait pas faire un mini-golf. Donc on a fait un mini-golf à shot. On a fait un mini-golf dans lequel vos émotions elles sont déjà traquées par une base de 2 éléments surprenants dans un mini-golf. Le premier c'est de la musique électronique à plus de 100 battements par minute relativement forte. Et la deuxième c'est l'appui de shots, alcoolisés ou non, qui vont créer un état de choc au sein de votre corps même. C'est-à-dire que, même sans alcool, boire un jus de tomate vous met dans un autre état que de boire un coca. Surtout si vous le faites en levant votre verre,
presque en communion avec vos amis et les gens qui vous entourent, en levant votre verre, en le buvant cul sec. Enfin, il y a toute une sorte de mouvements traditionnels qui font que vous vous mettez dans un état qui vous permet d'aller plus loin dans ce mini-golf. Et ce mini-golf, ensuite, on y a ajouté les romans de Jules Verne, leur histoire, on y a ajouté des illustrations originales incroyables, et puis à la fin, on a quand même tordu le cou à peu près toutes les règles du jeu, parce que je crois qu'il n'y a qu'un seul trou qui se joue comme au mini-golf. Tous les autres, on leur a inventé une règle qui n'existe pas ailleurs. À chaque fois, vous avez un putter, une balle, et le but du jeu, c'est de la mettre dans le trou. Mais des fois, le putter, vous ne l'utilisez pas comme vous l'utilisez d'habitude. Des fois, il faut le faire avec un œil fermé. Des fois, avec quelqu'un qui vous donne des trucs ou des astuces pour essayer de remporter des points. Là où au mini-golf, vous faites que perdre un certain nombre de coups, nous on vous permet grâce aux règles du jeu d'en regagner, et ce mini-golf on lui a vraiment tordu le cou pour qu'il ressemble à plus rien, mais qu'on est obligé d'utiliser le nom de mini-golf parce que dans notre imaginaire commun on voit à peu près à quoi ça ressemble. C'est la force de nos jeux, donc on n'arrive pas vraiment à faire chez Enigma des jeux purement de divertissement ou purement culturels. Vous voyez par exemple le théâtre. Y a-t-il quelque chose de plus culturel que le théâtre? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le théâtre interactif, à partir du moment où il devient interactif, perd de son côté pur au niveau du travail d'acteur, puisque c'est nous-mêmes qui allons faire les acteurs. Ça ne veut pas dire qu'il en devient moins culturel, ça veut juste dire qu'on crée des émotions par autre chose que par le jeu d'acteur. J'ai envie de me taire et de vous laisser vous inscrire à une soirée Enigma pour découvrir ce processus, parce qu'il est inversé. Donc c'est assez rigolo de se retrouver soi-même l'acteur d'une pièce de théâtre dont on ne connaît pas le texte, parce que finalement c'est ça un jeu Enigma. Donc pour moi, si vous voulez, le produit de divertissement, il se doit chez Enigma d'être culturel et émotionnel. C'est une sorte de porte d'entrée, c'est nos jeux les plus accessibles qui vous permettent d'avoir une idée de ce que serait une soirée Enigma, là où le jeu de plateau vient plutôt vous permettre d'avoir dans une boîte quelque chose que vous pouvez acheter, transporter chez vous et poursuivre votre expérience des soirées Enigma chez vous. Alors tous les jeux de société ne s'y prêtent pas, mais ça reste quand même une des activités les plus proches de ce qu'on fait en termes de mécanisme et de simulation émotionnelle. Voilà. Qu'est-ce qui fait d'un jeu un jeu original? C'est une question qui est très difficile parce que, comme dans tous les arts et les courants culturels qui existent, on a l'impression que tout a été déjà fait, tout a été déjà dit. Or, il se trouve que l'expérience que l'on fait chaque année nous montre qu'on a les moyens de tordre le cou à plus d'une idée reçue. C'est-à-dire que c'est pas, si je prends l'exemple de la littérature, c'est pas parce que Shakespeare a écrit Roméo et Juliette que toutes les histoires d'amour ont été écrites. Pourtant, chaque fois qu'on écrit une histoire d'amour aujourd'hui, j'imagine que quelque part on la compare à Shakespeare parce que quelque part ça reste quand même une sorte de benchmark pour les histoires d'amour. Voilà, c'était un peu simpliste ce que j'ai dit là, mais ça permet d'expliquer la même chose en matière de jeu. Je pense que chaque fois qu'on joue à un jeu, on peut se souvenir qu'on a joué à un jeu qui y ressemblait quand même. Je crois que déjà tout l'art de se divertir, c'est de vivre une histoire, qu'elle ait déjà été vécue par quelqu'un d'autre. Qu'on l'ait déjà vécue avec des nuances différentes n'est pas très très important. Ce qui est très important, c'est le moment que vous vivez vous, au moment où vous le jouez. À partir du moment où c'est vous l'acteur de votre propre film, forcément que c'est original. Parce qu'on n'a jamais eu cette pièce-là jouée avec vous. D'ailleurs, c'est assez rigolo, on distribue les Enigma d'or, donc on donne des sortes de mini-statuettes Enigma au meilleur acteur, à la meilleure punchline. Et c'est assez rigolo pour dire que tous ces gens-là ont joué plus de 100 fois les mêmes rôles, le même jeu, le même film, la même histoire. En fait, moi qui les ai, je crois que la conicine, je suis le seul, non, il y a eu quelques phases où c'est Charlotte qui les a maîtrisées, mais j'en ai quand même vu, un bon 95%, c'est chaque fois des histoires différentes. Même si la base est la même, c'est d'autres acteurs, c'est d'autres émotions, c'est d'autres façons de le jouer, c'est ce que vous mettez dans un jeu Enigma, c'est ce qui ressort. Donc si vous y mettez tout à coup, ce personnage, il devient très très important, alors qu'il ne l'était peut-être pas dans une autre séance où la personne était plus timide ou moins, faisait preuve de moins d'initiative. Donc chaque jeu est vraiment différent. Et d'après moi, son originalité vient du vecteur et pas du jeu.
Il y a cependant parfois des mécaniques où on se dit ça c'est du jamais vu. Je pense au Colon de Catane quand c'est sorti si on parle de jeu de plateau. Je pense à Keylus avec son placement d'ouvrier lorsqu'il a existé. Je pense à Dominion avec son jeu de deck building qui oui était inspiré par le deck building de Magic mais était quand même très très loin de ce que faisait Magic. Donc on a quand même des fois des sortes de coups de cœur en se disant mais c'est incroyable, personne n'y a jamais pensé. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est égal. Il se trouve qu'ils sont une sorte de marqueur dans l'histoire du jeu où il y a un avant et un après ce marqueur-là. Ce marqueur-là, il va redéfinir toute une génération de jeux qui vont tordre ensuite le cou à cette règle originale pour en faire des jeux encore plus originaux, un peu moins originaux, combiner deux mécaniques ensemble, etc. etc. Donc je pense en tout cas que chez Enigma, l'originalité des jeux, non seulement elle l'est parce qu'on est les premiers à faire ça professionnellement de façon industrielle, mais elle l'est surtout parce que vous êtes unique. Et quand vous jouez à un jeu et que vous êtes unique, forcément le jeu devient unique. C'est ça l'originalité des jeux, d'après moi. Quelle serait l'anecdote que vous donneriez sur la création de l'un de vos jeux, tous genres confondus ? Si j'avais tué. Et si j'avais tué, c'était assez rigolo parce que je voulais que mon équipe soit surprise par le jeu. Je l'avais écrit tout seul, dans une sorte de frénésie artistique qui a duré une semaine. Et j'étais tellement convaincu que le jeu marcherait que je voulais que les gens soient aussi surpris que moi quand j'y ai pensé. Donc j'ai caché à tout le monde que j'étais en train d'écrire un jeu. Et puis il se trouve qu'une soirée, j'étais à Yverdon et qu'il y a un membre de l'équipe d'Yverdon qui est un maître de jeu chevronné de jeu de rôle, qui est relativement instruit, qui a de bonnes idées. Et donc je me suis assis avec lui et je lui ai dit écoute, je te dis un secret, je suis en train de créer un jeu, mais j'ai besoin que tu répondes à certaines questions. Alors j'avais besoin de son savoir-faire et de ses idées, mais j'avais surtout envie que lui-même ne sache rien du jeu. Donc en fait, je lui ai posé que des questions inversées. Quand je lui disais est-ce que tu trouves pas qu'on devrait faire un jeu que pour les filles, et qu'il me disait oui, ce serait bien, on fera un jeu que pour les filles. En fait, moi, je voulais savoir comment on faisait un jeu pour les garçons. C'est un peu ça l'idée. Alors, dans Et si j'avais tué, c'est pas sexué du tout, on peut jouer ça avec n'importe qui. Mais c'était assez rigolo parce que toutes ces questions me permettaient, par son contraire, de créer le jeu qui est devenu Et si j'avais tué. Et puis, bien sûr, une semaine après, on l'a testé, et il est venu le tester. Et c'était fou parce qu'on voyait dans ses yeux que toutes les réponses qu'il m'avait données, j'en avais pris une réponse conséquente à sa réponse, mais pas la réponse qu'il m'avait donnée. Et c'était assez rigolo de le voir comprendre comment j'avais construit le jeu grâce à ses impulsions. Et je lui dois beaucoup dans ce jeu, parce que je pense qu'il a donné de grandes idées à ce jeu. Mais c'était rigolo parce qu'il n'en était pas conscient. Et aujourd'hui, maintenant qu'on voit le résultat final, bien sûr qu'il porte une certaine paternité de quelques idées du jeu. Voilà, ça c'est une jolie anecdote de comment créer un jeu sans dire qu'on est en train d'en créer un. Quelle aventure vous a donné le plus de fil à retordre dans sa création ? Alors c'est très clairement Hold Up, parce que Hold Up est tellement proche de ce que je maîtrise, c'est-à-dire le jeu de société, puisqu'il a une inspiration jeu de plateau qui est très très forte, que pour m'en défaire, c'est un des jeux qu'on a le plus testé, c'est celui dont les résultats ont été les pires au début, mais les gens qui ont testé Hold Up, mais ils ont dû se dire mais c'est quoi ce truc ? Et en fait, c'était vraiment très impressionnant parce que j'ai vraiment dû me débarrasser de tout ce que je savais sur les mécaniques de jeux de société pour pouvoir terminer Hold Up et en faire quelque chose de vraiment très très bien. Aujourd'hui, c'est un des jeux les plus joués, c'est aussi un des jeux qu'on peut refaire. C'est un jeu qui est très rigolo à faire. Il est assez technique et difficile, mais je pense que c'est celui qui m'a demandé le plus d'efforts parce qu'il était loin d'être intuitif. Créer des jeux, tout le monde peut le faire, non ? Force est de constater que non. Force est de constater que non. Il y a à peu près 5000 jeux qui sortent par année. Il y en a 50 qui survivent et qui rentrent dans leurs frais. Il faut être dans les 10 à 15 meilleurs jeux de l'année pour pouvoir gagner de l'argent. On est très très loin de quelque chose de commun. Par contre, comme tout le monde a déjà joué, c'est un peu comme toutes ces personnes qui sont autour d'un stade de foot, puis parce qu'ils ont été joués deux fois dans la cour de récré quand ils avaient 8 ans, ils pensent pouvoir être l'entraîneur de l'équipe suisse de demain. Ouais, c'est un peu la même chose les jeux, comme les gens ont vécu l'expérience du jeu, ils pensent le maîtriser. Et en fait, c'est très différent d'être acteur d'un jeu, d'être joueur et d'être celui qui le conçoit.
c'est deux métiers terriblement différents. C'est peut-être aussi différent qu'un acteur de théâtre qui est un artiste accompli et qui est un interprète, n'est pas du tout dans le même métier et n'a pas du tout les mêmes histoires de vie que l'auteur de la pièce, qui lui est souvent un piètre acteur. C'est plutôt rare d'être bon dans les deux, ça existe, mais c'est plutôt rare, parce que c'est un cicatrisé de la vie, l'auteur. Il est là, il met ses émotions, il veut pas trop se découvrir, mais quand même, il puise dans son histoire personnelle. Enfin, rien à voir avec un acteur qui est là pour sublimer le texte qui a été écrit et pour en faire quelque chose d'encore plus grand. Donc c'est vraiment deux métiers différents. L'acteur ne peut pas vivre sans pièce et l'auteur sans acteur, sa pièce ne sera jamais jouée. Mais c'est un peu la même chose. Un auteur de jeu, c'est quelqu'un qui doit être vraiment brillant, je pense, parce qu'il doit non seulement être un mathématicien accompli de telle façon à équilibrer son jeu du mieux qu'il peut, il doit être créatif dans le sens où ses mécaniques, elles doivent être en tout cas suffisamment originales pour ne pas être un millième jeu qu'on a déjà vu. Et puis il doit être très curieux, très instruit, doit avoir fait beaucoup de jeux. Pour pouvoir développer un jeu de société, il faut qu'on sache ce qui existe sur le marché. Donc c'est quelqu'un qui joue beaucoup, c'est souvent un ludivore, c'est quelqu'un qui joue toute la semaine, qui se prend la tête. Jouer à des jeux de société tous les jours indifférents avec des amis, ça n'a rien à voir avec tester 500 fois le même jeu pour y trouver la moindre faille, ce qui fait qu'il ne pourra pas jouer, la situation dans laquelle ça va être compliqué. Écrire des règles de jeu, c'est extrêmement difficile. Il faut que la personne elle puisse rentrer dans le jeu rien que par un texte. C'est totalement aberrant comme processus. C'est pour ça que de plus en plus, on a des gens qui expliquent les jeux par vidéo parce que c'est un des pas les plus difficiles d'entrer dans un jeu. Un auteur de jeu, souvent, on peut avoir une idée de sa qualité première lorsqu'on voit l'écriture de ses règles. C'est-à-dire que souvent la mécanique elle est originale. Souvent le gars il s'est pris la tête pendant 10 ans à développer son jeu et c'est son métier, c'est ce qu'il a choisi. Mais si vous n'êtes pas capable de l'expliquer sous une forme relativement simple dans des règles du jeu avec des mots et quelques illustrations, alors tout le travail qui a été fait pendant 10 ans il sert à rien. Et c'est souvent dans la lecture des règles qu'on a une bonne idée de la qualité de l'auteur de jeu qu'on a en face de nous. Est-ce que pour devenir riche et célèbre, auteur de jeu, c'est un bon plan ? Alors, je crois pas. Je crois pas, célèbre peut-être. Moi, je compare souvent le monde du jeu de société à une sorte de mini Hollywood, parce qu'on a nos auteurs, nos illustrateurs, on a différents corps de métier, tout le monde connaît un petit peu un nom par-ci par-là, on a envie de les rencontrer à SN, ils sont souvent très atteignables, donc ce qui nous permet d'échanger quelques mots avec eux. On se dit quand même que dans leur tête, il doit y avoir un fouillis incroyable pour être capable de faire de telles créations. Par contre, effectivement, la grande différence, c'est que je crois qu'il y a très très peu de monde qui vit vraiment du jeu de société et qui en vit bien. C'est lourd hein, de sortir des salaires à la fin du mois sur des produits. Vous savez, le jeu de société ou les maisons d'édition, comme d'autres maisons d'édition, vous travaillez pendant 1 année, 2 ans sur un projet. Ce projet, ensuite, il est mis en vente. Vous avez les premières répercussions économiques de la qualité de votre jeu 2 ans et demi à 3 ans après l'avoir pensé. C'est très très long de survivre 3 ans avec une idée alors qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. C'est pour ça que le monde du jeu de société, il est impitoyable parce qu'on marge tellement peu qu'on doit marger au moins un peu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas un produit de luxe, les gens ne sont pas prêts à payer le prix fort pour un jeu de société. Il faut qu'on le présente à un prix qui soit le prix intuitif des gens. C'est-à-dire que mon Helvetia Cup, celui qu'on a développé chez Helvetia Games, qui est une société sœur d'Enigma, il y a des figurines pré-peintes dedans, on a essayé de faire travailler des artistes suisses, c'est des auteurs suisses. C'est pas les mêmes salaires que si vous produisez ce jeu en Chine ou si vous prenez d'autres illustrateurs en Europe ou au Moyen-Orient, c'est pas les mêmes prix. Par contre, celui qui achète la boîte chez Manor, lui, il s'en fout en fait. Vous avez beau lui dire que ce jeu-là, il a été produit, fabriqué, pensé, développé en Suisse. Lui, la seule chose qu'il voit, c'est qu'il est 4 fois plus cher que le jeu d'à côté. Donc à la fin, à part vraiment certaines exceptions qui ont une vraie idéologie derrière leur façon de consommer, la plupart des gens, ils veulent juste se divertir. Donc on doit leur proposer un produit tout fait, fini, à un rapport qualité-prix qui est imbattable. Et en tant que Suisse, sur un marché mondialisé, c'est très très compliqué d'être compétitif si vous essayez d'en vivre.
Donc nous, c'est pour ça que sur les jeux Enigma, on peut être très très fort dans la production de jeux qui sont joués chez nous et qu'on a décidé que le jeu de société était plus un goodies qui nous permet de compléter notre expérience chez soi. Ça nous permet d'inverser les situations et c'est les jeux Enigma et les aventures studio Enigma qui permettent de donner un salaire à tous les gens qui travaillent pour Enigma. Pour finir, si on mixe le Uno, Risk et une escape room, on est sûr d'avoir un bon jeu. Alors en tout cas, vous aiguisez ma curiosité. Essayons, je vous conseille d'essayer. Après, on essaye de mélanger là 3 choses complètement différentes, c'est-à-dire un jeu d'ambiance qui est le Uno, des énigmes dans les escape rooms qui ne sont pas du jeu, et puis le Risk qui est un jeu mais d'antan. Aujourd'hui, il est vraiment trop âgé le Risk, c'est-à-dire que à peu près tous les mécanismes du Risk ont été modernisés. Je pense que ça peut donner la base d'une idée originale de faire une sorte de croisement comme ça de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Est-ce que ça donnera un bon jeu? Ça m'étonnerait beaucoup. Mais le défi est lancé. Si vous êtes auteur et que vous voulez vous y essayer, je lis volontiers les règles quand vous aurez terminé.